Les Canadiens de Montréal en ont surpris plusieurs hier soir en s'avançant de 2 rangs afin de repêcher le Russe Gleb Pougatchev au 26e rang du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Et que dire des Sénateurs d'Ottawa avec leur sélection 1 rang plus tôt avec Jonas Lagerberg-Owen, un nom qui était probablement peu familier aux oreilles de plusieurs. Je vous fais l'analyse de ces deux joueurs-là ainsi que de Jackson Cover, également repêché par les Sénateurs au 32e choix. Mais avant, je vous fais un petit compte-rendu, justement, de cette première journée du repêchage. Mes surprises, autant positives que négatives, ainsi que, voir qui reste sur le board pour cette deuxième journée. Tout d'abord, merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre live hier soir. C'est la première fois que je faisais ça sur la chaîne de Briser la glace. Et on a eu beaucoup de fun. Quelques petites coquilles dans le visuel à l'écran. Mais sinon, je pense que ça a été un show qui était le fun. Fait que merci encore là, à tous ceux qui étaient là. Donc, tu sais, évidemment, là, je pense que les 3 premiers choix, donc McKenna à Toronto, Stenberg à San Jose et Malhotra à Vancouver. Je pense que c'était la logique qui a été respectée ici. Là, c'est ce qu'on voyait dans la majorité des mock drafts. Je sais que je voyais San Jose repêcher Chase Reed. Ça, c'était avant l'échange de Eklund à Ottawa. Évidemment, j'aurais peut-être quand même repêché Reed, là, personnellement. Je l'avais expliqué durant le live, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher un possible défenseur numéro 1. Mais visiblement, San Jose ne voyait pas de défenseur numéro 1 en Chase Reed. Et sont allés pour le meilleur joueur disponible en Ivar Stenberg. Donc, ça se tient totalement comme décision. Malhotra à Vancouver également, c'est ce qu'on entendait quand même depuis plusieurs mois, même si je commençais à de moins en moins y croire. Mais au 4e choix, on a eu notre premier reach, notre première surprise, les Sabres de Buffalo. Tout le monde voyait Chase Reed ici, évidemment, mais ils sont allés chercher un autre droitier qu'on voyait un petit peu plus tard, Daxon Rudolph, défenseur plus au profil offensif, en fait, probablement le défenseur avec le plus haut potentiel offensif du draft, mais avec des lacunes physiques et défensives. Ensuite, Rangers, Albert Schmitz, c'est ce qu'on voyait et qu'on suspectait beaucoup. Moi, dans mon mock draft, j'avais hésité entre Schmitz et Verhoff. J'étais allé finalement pour Verhoff à cause que c'est un droitier, mais Schmitz, c'est le nom qu'on entendait le plus souvent. 6 Flames, Carson Carrolls. C'est le choix logique ici, c'est également le choix que j'avais pour eux dans mon mock draft. Fait qu'aucune surprise ici. 7e rang, Seattle, évidemment, ils ont sauté sur Chase Reed, qui était à ce moment-là le gros faller du draft. Fait que si on regarde ce top 7-là, c'est vraiment les 7 joueurs que... c'est pas mal que je voyais dans ce range-là. Évidemment, Schmitz, Verhoff, ça aurait pu s'interchanger. Mais pour moi, c'était vraiment... Je m'attendais à ce genre de top 7-là. La seule différence, c'est Rudolph et Reed que je m'attendais à les voir inverser. Mais tu sais, on avait dit qu'après, McKenna, Stenberg, Malhotra, qu'on verrait une batch de défenseurs. Et c'est ça qui s'est produit avec les 4 défenseurs back-to-back. 8e rang, les Jets ont pris Viggo Bjork, pas trop de surprises ici non plus. 9e, les Sharks ont sauté sur le seul défenseur qui restait en Keen Verhoff. Je sais pas s'ils sont heureux de cette sélection-là. Donc, la question va se poser down the road. Était-il mieux de prendre Reed 2e et d'aller pour un attaquant au 10e rang, soit un Wyatt Collin ou quelque chose du genre, ou y aller avec Stenberg et Verhoff. À suivre, chose certaine, Stenberg avec Celebrini, ça va être écœurant. 10, Wyatt Collin, gros choix pour eux. Ils vont vraiment pour l'upside ici. Je pense que c'est un des gars avec le plus d'upside dans cette cuvée-là. Ensuite, j'avais callé qu'il y aurait une batch de centre qui sortirait. Il y en a eu 2, là, Lawrence Command. Ensuite, on est tombé là, avec Gustafsson, Hemming. Je pense aucune surprise ici. Mais là, c'est ça, le gros faller à ce moment-là dans le draft, c'était Ethan Belchetz, qui a finalement sorti au 17e rang en Utah. Fait que ça fait quand même peur, l'Utah qui ont déjà des gros bonhommes, des gars travaillants. Je pense que d'aller chercher Ethan Belchetz ici, ça va pincer. Sinon, 16e, c'était Maddox Dagenet. Je l'avais à Saint-Louis dans mon mock draft, fait que quand même fier de ça aussi. Même chose pour Suvanto à Washington. C'est là aussi que je l'avais manqué. Fait que tu sais, on avait dit que les gros bonhommes sortiraient tôt. C'est pas mal ça qui s'est passé. Sauf que et puis Morozov aussi, 20e, ça aussi, c'est pas mal dans ce range-là que je le voyais. Le seul qui glisse, et spoiler, il a glissé
il n'est pas sorti encore, fait qu'il va sortir en deuxième ronde. C'est Brooks Rogowski, que je m'attendais à voir dans ce top 20-là, dans ce noyau de joueurs-là, parmi les Suvanto, Koman, Morozov et compagnie. Fait que ça a été probablement ma plus grosse surprise là, de tout le repêchage. Elton Hermanson au 19e rang par les Kings, peut-être un reach, mais en fait, c'est là qu'il est classé dans la plupart des listes publiques, là, et je pense que les équipes de la LNH, il y en a plusieurs qui l'aimaient. Plus une swing pour l'upside, et on espère justement que le pace et l'intensité physique vont augmenter un peu. C'est un gars qui a quand même le gabarit pour le développer, mais c'est un joueur plus offensif que les joueurs qui sont sortis autour, donc les Suvanto, Morozov et compagnie. Ryan Lynn aux Sharks, c'est un choix qu'on avait discuté. Je me demande si j'avais pas moqué ça justement pour eux dans mon premier mock draft. Fait quoi, eux autres qui cherchent des défenseurs droitiers, là, ils viennent ajouter non seulement Keaton Verhoff, mais également Ryan Lynn. Fait que je pense que c'est un win ici. Fait quoi, tu sais, je parle beaucoup... tu sais, mettons, Reed et Colin versus Stenberg et Verhoff. Mais je pense qu'il faut prendre Ryan Lynn en considération ici. Fait que probablement qu'ils ont fait le bon move. Ils n'ont toujours pas leur défenseur numéro 1, ceci étant dit, à moins que c'est vraiment Sam Dickinson qui voit dans ce rôle-là dans le futur. Mais à suivre. 22 sont allés avec Pittsburgh, sont allés avec Liam Rock, le choix que j'avais prédit également. Donc, il ne serait pas surprenant de les voir aller chercher Marcus Rock avec le 34e qu'ils ont en début de deuxième ronde. Fait que gros move ici pour Pittsburgh. 23e rang, ça a été quand même un gros choc. Détroit, qui n'avait pas de choix de première ronde, se sont avancés, ont échangé Sébastien Cossa à l'Utah contre leur choix 1 contre 1, puis sont allés chercher JP Hurlbert. Donc, un ailier talentueux, en fait, probablement l'ailier le plus talentueux qui restait sur le board, mais un gars au style de jeu peut-être plus de style junior, donc quand même certaines questions sur la transposabilité de son jeu. Fait que, quand même, surprenant de les voir s'avancer aussi haut pour Hurlbert. Est-ce qu'il aurait pu aller chercher un choix plus fin de première ronde pour lui? On le saura peut-être pas, mais bref. Ou peut-être que c'était la seule équipe qui voulait danser avec eux puis ils n'ont pas eu le choix, en fait, d'aller jusqu'à 23. 24, les Canucks ont pris l'autre gros faller. Je parlais tantôt de Belchetz et de Rogowski, mais Adam Novotny, un gars qu'on voyait classer dans plusieurs top 15. Ouais, je suis pas si surpris que ça de l'avoir vu glisser. Je pense que, moi, je l'avais je l'avais moqué, me semble, dans ces eaux-là. Là, non, 17, ouais. Mais je pense que j'avais un autre mock draft là, qui était plus autour de 20, mais bref. C'est encore plus loin que ce que je pensais. Mais pas surprenant, tu sais. C'est pas le gars qui a le plus d'upside, puis c'est pas un centre, puis il fait pas 6 pieds 4. Fait que c'est sûr que les équipes ont préféré des gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4 et les centres avant Novotny. Là, on est rendu dans un choix juicy. Peut-être la raison pour laquelle vous avez cliqué justement sur cet épisode-là. Ben, au 25e rang, les Sénateurs sont allés avec la grande surprise, le gros reach, je dirais, de ce draft-là. Jonas Lagerberg-Owen. Mais est-ce réellement un reach? En fait, je crois que c'est une excellente sélection de la part des Sénateurs. Si vous avez écouté mes épisodes précédents qui étaient dans mes cartes cachées de ce repêchage-là, dans mes coups de cœur même, je dirais, et si vous avez écouté le petit épisode de 12 minutes que j'avais sorti tout juste avant le draft, j'avais dit que Jonas Lagerberg-Owen serait pourrait être le joueur qui surpasse le plus son rang de sélection. En fait, je voyais Lagerberg-Owen sortir après le 50e, voire même le 60e rang. Il n'aurait pas été surprenant de le voir sortir en 3e ronde, mais je crois que dans un redraft, c'est un gars qui va sortir comme un choix top 25, top 20, voire même top 15. La comparaison que je faisais, c'était un peu Wyatt Johnston, qui avait justement glissé lors du repêchage à cause d'un faible échantillon de matchs joués, mais c'est un peu ça aussi avec Jonas Lagerberg-Owen. Il n'a pas joué depuis octobre, il a joué seulement 11 matchs. En fait, en réalité, c'est 9 matchs. Là, il a joué 2 matchs en SHL là-dedans, dont un match, je pense qu'il y a un temps de glace de 0 minutes, puis l'autre que c'était genre 3 minutes, fait qu'on peut pas vraiment compter ces 2 matchs en SHL, mais il a joué 9 matchs en U20 national, cumulant 16 points, dont 9 buts. 9 buts en 9 matchs, c'est quand même pas plate. Puis c'est un gars qui avait obtenu des stats de jeux vidéo, mais pas nécessairement dans le bon sens. L'an passé également en U20. En 38 matchs, il avait obtenu 27 buts,
mais seulement 3 passes. Donc oui, c'est un marqueur. C'est un des gars que je pense qui a parmi les meilleurs lancers de toute la QV, mais également, je l'ai dit à maintes reprises, mais je pense que c'est le meilleur patineur parmi les attaquants de ce draft-là. Moi, je le trouve super dynamique. Là. Je trouve que c'est un gars qui a un beau moteur également, puis avec un frame de 6 pieds 2. Les outils sont là pour qu'il développe également une B-game, donc un volet peut-être plus robuste, two-way même. Donc, je pense que ça va devenir un gars excessivement complet, rapide et avec un tir des ligues majeures. Fait que peut-être un reach aux yeux de plusieurs, Jonas Lagerberg-Owen, mais dans une QV qui manquait peut-être d'upside, ou que du moins les joueurs de talent ont des lacunes, donc soit qu'ils sont petits ou des gars de périphérie ou quoi que ce soit, ben Jonas Lagerberg-Owen n'a pas ces problèmes-là. Je pense que ça pourrait devenir un gars beaucoup plus complet, certes plus risqué. Ça reste que c'est un gars qui s'est fait démolir le genou, qui se l'est fait reconstruire et qui n'a pas joué de la saison, donc il a ultimement perdu une année de développement, mais le potentiel est excessivement élevé et moi, c'est un choix que je trouve très excitant pour les Sénateurs. Et en tant que partisan des Canadiens, je suis un peu triste de le voir repêcher dans notre division. Maintenant, pour les Canadiens, au 26e rang, en fait, ils sont avancés de deux rangs pour aller chercher Gleb Pugachev, un gros ailier russe de 6 pieds 3, 225 livres. En fait, Pugachev, là, le profil est simple. Ben, ça n'a pas été un gros producteur. Là. Il a joué dans les 3 ligues en Russie, 3 points en 13 matchs en KHL, 5 points en 15 matchs en VHL et 24 en 33 en MHL. Fait que même en MHL, évidemment, c'est pas des stats à tout casser ici. Là. Sauf que c'est pas pour son talent offensif que les Canadiens ont repêché Gleb Pugachev. C'est plutôt à cause, on cherche des qualités spéciales rendues dans ce range-là au repêchage. Et Gleb en a une qualité spéciale. C'est l'attaquant le plus robuste de tout ce repêchage-là. Je l'ai dit, il est gros, il est pesant, mais il est fort, mais il est excessivement agressif également. C'est un joueur qui joue à haute intensité, qui plaque, mais qui plaque fort et qui plaque pour faire mal. C'est ça, le joueur le plus robuste et le plus violent parmi les attaquants, je crois. Mais aussi, c'est que généralement, dans ce profil-là de gros bonhomme, profil plus robuste, souvent, le patin est une lacune, mais pas pour Pugachev. C'est vraiment une fusée en ligne droite. Il est très rapide, donc ça le rend excessivement dangereux en mission nord-sud. C'est un gars qui a un bon tir également, qui est capable de s'en servir sur le rush. Il y a des flashs de main également, mais je dirais que le contrôle de rondelle est inconstant. Donc là, tu sais, c'est là que je veux mettre un petit bémol, c'est qu'on voit beaucoup de highlights passer depuis quelques jours, depuis hier sur Gleb Pugachev, montrant des feintes et tout ça, mais ça reste que je trouve que c'est des cas quand même isolés, plus souvent qu'autrement. Je trouve que c'est un gars qu'il n'y a pas des si bonnes mains que ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a dérangé toute la saison, et c'est pourquoi je l'avais classé un petit peu plus bas, et pourquoi j'ai fait le saut quand le Canadien l'a repêché, c'est que pour moi, c'est vraiment pas le joueur qui a le meilleur sens du jeu. Je trouve pas qu'il a une belle vision, c'est pas un gars créatif, c'est un gars qui est souvent pris hors position également. Puis, tu sais, je veux pas... je sais que je me répète pour les habitudes du podcast, mais tu sais, au-delà du volet physique, oui, c'est le gars le plus robuste, puis c'est un monstre, puis je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale parce que c'est un gars de 4e trio parfait, mais est-ce qu'il est capable de jouer plus haut dans le line-up? C'est ça ma grosse question envers Gleb Pugachev, vu le manque peut-être de sens du jeu, mais aussi c'est qu'au-delà du volet robuste, moi ce que j'aime des gars d'un profil plus échec avant, c'est que non seulement je veux un gars qui va être robuste, mais je veux un gars qui va récupérer des rondelles. Puis ça semble pas être la mission première tout le temps de Gleb Pugachev. Évidemment, il va donner les plaqués les plus puissants que vous avez vus de tout le repêchage. Puis je pense qu'il va être capable de jouer contre des messieurs et tout ça, mais c'est pas le gars justement qui a ce volet cérébral-là d'aller gagner l'intérieur, l'avantage positionnel. Puis justement, vu le manque de vision, OK, s'il réussit à gagner la rondelle, fine, mais qu'est-ce qu'il fait après? Tu sais, je ramène tout le temps l'exemple d'un Carter Bear et compagnie. C'était sa force, Carter Bear. Tu sais, non seulement il allait récupérer les rondelles grâce à sa robustesse, mais son avantage positionnel, mais il repérait ses options de passe rapidement. Puis j'ai malheureusement pas tant vu ça de Gleb Pugachev cette saison. Ceci étant dit, ça reste un gros bonhomme. J'ai entendu des comparaisons avec Tom Wilson. À voir si c'est vraiment ça qui devient. Le patin est là, le gabarit est là, la robustesse est là, le shot est là. Donc, oui, sur papier,
peut-être qu'il pourrait devenir un gars qui va jouer sur le top 9 des Canadiens. Ça pourrait faire, en fait, un partenaire de trio d'Ivan Demidov ou de ces gars-là. Mais est-ce qu'il a le sens du jeu pour suivre ces gars-là? C'est là, moi, ma question. C'est pas un gars qui va jouer non plus d'ici 1 an ou 2. Je pense que ça va lui prendre quand même quelques années dans mijoteuse avant de joindre le show. Belle sélection. Évidemment, je sonne déçu, mais c'est un nom qu'on voyait beaucoup circuler pour les Canadiens de Montréal. C'est un nom que plusieurs partisans souhaitaient également. Puis, je suis pas contre. Moi, je l'avais... je pense que c'était le range là, pour ça. Là. Pour moi, c'est pas un reach. Là. Je l'avais moqué 35e à Calgary, puis il était définitivement dans les conversations pour sortir dans ces choix-là. Ma seule question, c'est pourquoi on s'est avancé pour lui. Évidemment, le coût à payer n'était pas énorme, là, fait que je ne veux pas chialer pour chialer. Mais c'est qu'il y a d'autres joueurs qu'on a peut-être passé par-dessus, dont Brooks Rogowski, le centre de 6 pieds 7. On chiale qu'on manque de centre. Rogowski, certes, il est moins violent que Pougatchev qui fait 6 pieds 3, mais ça reste un centre de 6 pieds 7. Là. On veut notre licorne, était là la licorne, puis on a passé par-dessus. Puis l'autre licorne, Maxime Sokolovski, le défenseur gaucher de 6 pieds 7, qui est sorti un rang plus tard aux Flyers. Moi, je m'attendais... Quand le Canadien s'est avancé pour passer devant les Flyers, je pensais que c'était pour aller chercher Sokolovski, qui était... les Flyers étaient vraiment les candidats parfaits pour prendre Sokolovski. Fait que, ouais, je suis surpris que ça l'a été pour Pougatchev. Donc, dans les années à venir, va falloir surveiller qui sera le meilleur joueur entre Pougatchev, Sokolovski et Brooks Rogowski. À suivre. Fait que, ouais, Sokolovski, 27e rang pour les Flyers, vraiment pas surpris. Et ouch, ça va faire mal. Pour Anaheim, 28e rang, ça a été... je parlais de Lagerberg-Owen, que c'est la plus grosse swing. Je pense que c'est la plus grosse swing aux yeux des partisans. Et les Ducks, avec Marcus Nordmark, ont pris la plus grosse swing à mes yeux, parce que j'étais allé de la prédiction que Nordmark allait glisser en 4-5e ronde, parce que c'est un gars qui a des problèmes d'attitude, tant sur la glace que hors glace. Donc, je m'attendais à ce que ça refroidisse énormément les équipes de la LNH, même si c'est un gars excessivement talentueux. Et visiblement, Anaheim ont fait fi de ça et sont allés pour le talent brut, parce que Nordmark, en termes de talent, c'était probablement le gars le plus talentueux qui restait sur le board. Mais gros profil, boom or bust ici. Mais je pense qu'ils ont la banque d'espoir et le noyau de joueurs pour se permettre ce genre de swing-là. Au 29e rang, Vegas, Juho Piparinen, pas trop une surprise, défenseur droitier 6 pieds 2, je le voyais dans ce range-là. Les Flames, Jack Hextall, pas trop une surprise non plus, tu sais. Hextall, c'est un gars hyper talentueux, profil un petit peu plus boom or bust, je dirais, en raison de ses lacunes de patin, mais c'est un des magnifiques passeurs de cette cuvée. On sait, les Flames visent l'upside et cherchent des joueurs de centre. Jack Hextall coche ces cases-là. 31 pour Nashville, Tommy Blyle. Je le voyais en première ronde, je le voyais même sortir plus haut que ça. Mais je suis pas surpris là, qu'il soit sorti devant Villeneuve et qu'il soit en première ronde. Donc, un des meilleurs défenseurs offensifs de toute cette cuvée-là. Une belle swing ici pour Nashville, qui se sont avancés pour aller le chercher d'ailleurs. Et pour conclure cette première ronde, les Sénateurs d'Ottawa avec Jackson Cover, choix que j'avais pour eux lors du mock draft. Fait que si vous avez écouté mon gros épisode de mock draft, j'en parle justement pour le choix des sénateurs là, et j'en parle plus longtemps que ce que je m'apprête à vous dire, mais ça, Jackson Cover, je ne ferai pas son histoire au complet, mais tu sais, magnifique patineur, beau gabarit, magnifique main, plus un style passeur, mettons que Lagerberg-Owen que je disais tantôt, mais je pense que les deux ensemble, ça pourrait faire un duo excessivement dynamique dans le futur. Deux gars qui ont un bon gabarit, deux gars intenses, travaillants, deux gars avec un super bon patin. Cover, meilleure main, meilleur passeur, mais il y a un bon tir également, Cover. Mais Lagerberg-Owen, c'est vraiment style marqueur, également avec des bonnes mains. Ouais, j'y avais pas pensé, mais les deux ensemble, je pense que ça pourrait vraiment faire des ravages. Mais pour moi, les deux sélections des sénateurs ici, Lagerberg-Owen et Cover, pour moi, c'est deux W, deux wins. Évidemment, des choix un peu risqués. Je parlais de Lagerberg-Owen à cause de la blessure et du faible échantillon cette année. Cover, ben, c'est le manque d'expérience. T'sais, on le rappelle, c'est un gars qui a commencé à jouer au hockey sur glace il y a quelques années seulement. C'est un gars qui est issu du roller hockey, mais écoute, un talent exceptionnel, je crois. Je l'appelle le Jarowski des îles Caïmans.
C'est un peu le même style de joueur là, qu'on a ici. Fait que vraiment, deux grosses sélections pour les Sénateurs. Ouais, très fan. Fait que ouais, la deuxième journée débute dans la prochaine demi-heure. Ben en fait, ça dépend quand est-ce que je vais finir le montage. Peut-être que la deuxième journée va déjà être commencée. Il reste quand même des gros noms sur le board. Je pense que dans les prochains noms à sortir, évidemment, Brooks Rogowski, William Hackinson, Simas Niatavicius. C'est pas mal des noms qui vont sortir. Niklas Aramolson également. Yegor Shilov est un joueur de talent qui reste sur le board. Ce genre de pick, je pense que Calgary pourrait prendre là, je pense que c'est le 36e choix qui leur reste. Marcus Rock va sortir à Pittsburgh au 39e. Casey Mutrin devrait sortir assez tôt également. Matisse Preston, un des fallers aux yeux de certains. Moi, je le voyais sortir 41e à Vancouver. On va voir si ça va se réaliser. Évidemment, Xavier Villeneuve, également, gros faller en ce moment. Mais encore là, je suis pas surpris. Je l'avais moqué 45e à Chicago. Ce sera un scénario de rêve pour lui. Mais Chicago repêche aussi 37 et 34. Fait que peut-être qu'on pourrait voir Villeneuve sortir là. Ils ont-ils échangé un de ces choix-là? Ils ont peut-être échangé un de ces choix-là. Désolé, Malice. Je pense qu'elle n'est pas à jour. Ouais, sinon, Ryan Rulebrook également là, devrait éventuellement sortir. Fait que, tu sais, je pense pas que ça change grand-chose par rapport au mock draft de la deuxième ronde que j'avais faite, dans lequel j'avais Jakub Fleury pour les Canadiens de Montréal. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté encore cette vidéo-là de mon mock draft de la deuxième ronde, je vous invite à le faire. C'est disponible sur YouTube. Fait quoi? Dans mes cibles là, pour le CH en deuxième ronde, moi j'aimerais beaucoup Jonas Sivertson. Je sais pas s'il va glisser jusque-là toutefois. Alan Shaikley-Slamov, ce serait vraiment un de mes coups de cœur pour eux. Mans Gudmundsson serait probablement dans le haut de ma liste de priorités pour les Canadiens. Gros défenseur droitier, robuste. Sinon, Jakub Fleury, ce serait un beau prix de consolation ici. Peut-être une swing pour un genre de Sean Burrick, qui est un défenseur de 6 pieds 7, droitier. Je pense que ça pourrait être intéressant également ici pour le CH. Fait que des belles options, une belle deuxième journée qui s'annonce. Je ferai pas de live, toutefois je vais enregistrer mes réactions en direct. Essayer de faire un épisode condensé d'1 heure, 1 heure et demie. Puis vous poussez ça dans la gorge à la fin de la journée. Fait que merci, puis on se reparle plus tard. Bye!